Le 14 juillet par Michel Goya, première, deuxième. Alors, le 14 juillet comme fête nationale, ça date véritablement de 1880. C'est un projet de loi déposé par le député Benjamin Raspail qui obtient que voilà, une fête nationale, et c'est le 14 juillet qui est choisi. Alors, ce qui est intéressant dans cette loi, c'est qu'il ne comporte qu'un seul article, c'est qu'on ne précise pas quel événement fait référence et pourquoi le 14 juillet. Donc il y a juste marqué le 14 juillet est adopté par la République comme fête nationale. En réalité, derrière tout ça, il y a deux événements qui sont célébrés à ce moment-là. Il y a la prise de la Bastille en 1789, donc ça c'était pour les plus durs des républicains de l'époque, et il y a aussi la fête de la Fédération qui a lieu l'année suivante en 1790 et qui est en réalité une fête d'union nationale sur les champs de Mars où il y a tous les représentants de la nation et le roi qui est là et qui prête serment à la nation. Donc là, ça symbolise plutôt l'unité nationale. Et donc ce sont ces deux événements qui sont réunis dans cette commémoration du 14 juillet. Alors, dès le mois de juillet suivant l'adoption de cette loi, on effectue la première cérémonie, qui est une cérémonie militaire. Donc il y a une tonalité militaire. Ce n'est pas forcément évident pour une fête nationale, mais il y a une tonalité militaire qui est donnée d'emblée. Le président de la République, qui est chef des armées, reçoit tous les régiments de France sur l'hippodrome de Longchamp. Il donne les drapeaux à ces régiments, et tous ces régiments en réalité font allégeance. Donc derrière il y a un contenu politique intérieur, c'est à la fois un hommage qui est rendu à l'armée et en même temps l'armée qui rend hommage et qui fait d'une certaine façon allégeance à la République qui est incarnée à ce moment-là par le président. Et donc on prend l'habitude de cette cérémonie militaire qui a lieu tous les ans à l'hippodrome de Longchamp, qui est suivi d'un feu d'artifice sur l'Arc de Triomphe et d'une fête sur l'ensemble de la nation. Les choses évoluent avec la Première Guerre mondiale, évidemment. Il y a toujours des cérémonies militaires le 14 juillet qui sont réduites et qui ont lieu pour la première fois sur les Champs-Élysées. Mais surtout, l'événement le plus important, c'est le 14 juillet 1919, dont nous allons célébrer le centenaire, et qui lui est le plus important de tous, le plus imposant, et qui est là pour célébrer la victoire. Le traité de Versailles avec l'Allemagne, qui a la paix véritablement, a été signé le 28 juin, donc quelques jours plus tôt. Et là, on fait défiler, on décide de faire une immense cérémonie qui va marquer véritablement la fin de la guerre et surtout la victoire. Donc il y a une veillée d'armes, donc c'est toute une liturgie laïque qui se met en place. On met en place un cénotaphe, un monument aux morts sous l'Arc de Triomphe immense, qui sera démonté le lendemain pour le moment du défilé. Le défilé lui-même est précédé de mutilés de guerre, civils, militaires, 1000 qui précèdent, qui sont en avant du défilé pour montrer voilà ce que c'est que la guerre, voilà toutes les souffrances que la nation a endurées pour arriver à cela. Et derrière ces mutilés commence le défilé militaire proprement dit, avec les deux maréchaux, Foch et Joffre, et derrière eux les armées alliées. Donc c'est la première fois qu'il y a des troupes étrangères qui défilent dans Paris. C'est la première fois aussi qu'on défile sur l'Arc de Triomphe sur un trajet qui est immense, qui va de la Porte Maillot à la place de la République. C'est la moitié de Paris pratiquement, même plus. Les troupes défilent par ordre alphabétique. Donc les Américains défilent en premier à ce moment-là, en juillet 1919, suivis des Belges, des Britanniques, etc. Et les Français défilent en dernier. À la toute fin du défilé, on fait pour la première fois aussi des engins motorisés, des chars qui symbolisent également le modernisme de cette armée. Alors c'est une liesse absolument considérable. Il y a 2 millions de Parisiens qui assistent à ce défilé. Ils jettent des fleurs, il y a des femmes qui montent sur les chevaux de certains officiers. Donc c'est un moment de communion qui est absolument considérable, qui ne sera pas reproduit par la suite, déjà parce que l'Arc de Triomphe va être fermé au défilé. À partir de 1921, il y aura sous l'Arc de Triomphe, il y aura la tombe du soldat inconnu, puis la flamme quelques années plus tard.
Le 14 juillet, comme cérémonie militaire, est évidemment maintenue. Pas forcément avec des défilés, hein, et une cérémonie militaire n'implique pas forcément un défilé. Donc il y a, dans différents endroits de Paris, on fait un certain nombre de cérémonies. On revient sur les Champs-Élysées à partir de 1935. Le défilé lui-même est interrompu pour des raisons évidentes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a lieu ailleurs, à Londres en particulier, le 14 juillet. Et en 1945, il y a un nouveau grand défilé. C'est le grand défilé à la fois de la libération et de la victoire aussi. En réalité, il y en a même deux. Il y en a un qui a lieu à Bastille, à pied, et puis un défilé motorisé, c'est le premier où il y a autant d'engins qui apparaissent et qui a lieu sur les Champs-Élysées. Puis après, on va fusionner, et le défilé moderne que l'on connaît date sensiblement de cette époque. Il y aura quelques changements, quelques innovations. Le président Giscard d'Estaing veut innover en changeant le lieu du défilé chaque année. Donc une fois c'est du côté de Bastille, une fois c'est du côté de l'école militaire, c'est à Vincennes, etc. Il change tous les ans. Et puis à partir de 1980, on revient en réalité aux Champs-Élysées. Et puis depuis cette époque, les choses ne vont pas beaucoup changer dans la forme, hein, dans le cérémonial, dans la forme, revue des troupes par le président chef des armées, accompagné du chef d'état-major des armées, et puis ensuite les troupes défilent et présentent les honneurs au président de la République sur la place de la Concorde et se scindent en deux à cette occasion, sauf la Légion étrangère qui reste groupée. Ce défilé, alors on n'est plus dans l'allégeance politique au président de la République, hein, ou à la République, on n'en est plus là, on est plutôt dans un moment de communion entre l'armée et le reste de la nation, et en même temps dans un événement politique, même de politique internationale. Hein. Il y a peu de pays qui font des choses comme le défilé du 14 juillet en France. Il y a très peu de pays en réalité. Il y a souvent des défilés civils où il y a parfois rien, où il n'y a rien de militaire dans ces cérémonies. Donc les grands défilés militaires, il y a la Russie et nous. Et en même temps, c'est quelque chose qui est un retentissement aussi international, donc on s'en sert aussi comme instrument de politique internationale. On fait défiler des troupes étrangères, des troupes amies, alliées, et on invite également un certain nombre, toujours, maintenant c'est systématique, hein, il y a toujours des délégations étrangères et des chefs d'État étrangers qui viennent concrétiser leur lien, leur amitié avec la France.